Messieurs, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Campagne agricole, la question de la distribution des semences et des engrais, les arriérés dus aux opérateurs. Principaux défis à relever, l'État doit encore 3,8 milliards aux opérateurs. Le ministre de l'Agriculture assure que cette dette sera payée dans les prochains jours. Nous ferons le point dans les régions avec nos correspondants à Tamba et Ziguinchor. Les enjeux du financement, de l'assainissement, de la paix au Forum mondial de l'eau à Bali, l'OMVG et l'OMVS. En guest star, les deux organisations sous-régionales ont présenté des projets d'intégration majeurs. Au pavillon sénégal, l'expérience des différents pays membres dans la gestion de la ressource a suscité l'intérêt des participants. L'ours d'or dans nos studios, la lauréate de ce prix au dernier festival de Berlin, la réalisatrice de Dahomey est l'invitée du 20h. La sénégalaise Mati Diop vient nous parler de cette production qui parle du pillage du patrimoine culturel africain, première mondiale à Dakar. Edmond Sanka qualifié aux Olympiades de Paris 2024. Le paracanoïste sénégalais a décroché son ticket à la Coupe du Monde de Budapest en Hongrie. Le champion d'Afrique en titre participera également à la version 2 du Mondial de Pologne le 27 mai prochain. Bienvenue à tous. L'État et les opérateurs de semences et d'engrais arrondissent les angles. Les deux parties s'engagent à travailler pour une campagne agricole réussie. La question de la dette qui est due aux opérateurs était au centre des préoccupations lors d'une rencontre qui s'est tenue ce mardi. Le point avec Penambo. Cette rencontre avec les opérateurs de semences et d'engrais entre dans le cadre des instructions données par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, pour réussir une bonne campagne agricole 2024. Mais aussi renouveler le partenariat entre les OPS et la tutelle. Donc l'état d'esprit qui peut nous donner ces résultats-là, il est là. Et je l'ai instruit de procéder dans les meilleurs délais, sans précipitation, avec la concertation qu'il faut avec tous les acteurs. Parce qu'il faut écouter tous les acteurs. Il ne faut pas seulement écouter les services. Prendre le temps qu'il faut et procéder dans les meilleurs délais à la révision de la loi agro-silvo-pastorale. Parce qu'il est important de renforcer la gouvernance et le rôle des organisations professionnelles, particulièrement du monde rural. Sous les instructions de son Excellence le Président de la République et du Premier ministre, pour discuter des modalités de la distribution des semences et aussi discuter comment on peut accélérer la distribution des semences. On a aussi discuté très franchement comment nous devons opérer cette année en s'assurant que les semences et les engrais aillent aux ayants droit. Quant au paiement de la dette due aux OPS, le délai a été respecté et c'est au grand bonheur des opérateurs. Nous sommes vraiment contents de voir que les instructions du Premier ministre sont en train d'être respectées à la lettre, car 37 milliards sont déjà décaissés pour les opérateurs. Il reste maintenant 3 milliards 800 et les autorités avaient donné des instructions pour que cela puisse être versé au Trésor au plus tard le mardi. Donc nous sommes vraiment rassurés des dispositions prises par le gouvernement. Je me félicite de cette rencontre que j'ai eue vraiment. Et vraiment, j'ai entendu le ministre des propos vraiment très rassurants parce qu'il a parlé de la souveraineté alimentaire. Et que si nous sommes des coopératives et qu'ils viennent vraiment nous appuyer au niveau de nos exploitations, au niveau de nos organisations comme les coopératives, je crois que tout le monde y verra son compte. Le ministre est aussi revenu au cours de cette rencontre sur l'audit entamé pour le paiement de la dette récente aux opérateurs. C'est un audit normal, une vérification normale. Les opérateurs sont au courant de ça et on a discuté. Et l'idée, c'est de créer de la transparence et les opérateurs aussi œuvrent dans ce sens-là. Satisfaits des engagements pris par la tutelle, les OPS également se disent déterminés à respecter le contrat pour un succès total de la présente campagne agricole. À présent, tour dans les régions pour voir comment se présente la situation à Tambacounda. Des commissions de réception, de distribution des intrants agricoles ont été mises sur pied au niveau régional, départemental et communal. Elles seront chargées de superviser, de contrôler et d'assurer le suivi des différentes étapes du processus. Thiorodia. Campagne agricole 2024-2025,
la commission de réception et de distribution des intrants a été mise en place à Tambacounda, avec comme président le gouverneur de la région, vice-président, le commandant de la Légion Est de la gendarmerie et le secrétaire général de la commission et le directeur régional du développement rural. Les années passées, au niveau de la commission, c'est l'autorité administrative, en l'occurrence le sous-préfet ou le préfet ou le gouverneur qui étaient les présidents de commission ou le représentant. Le premier adjoint, c'était le maire, parce qu'on prenait au niveau des collectivités locales. Mais cette année, on a précisé que l'adjoint au sous-préfet ou bien au préfet, au niveau de la commission, c'est, comment dirais-je, un membre des forces de défense et de sécurité. C'est ça le grand changement. Les membres des commissions, c'était bénévole. Vous conviendrez avec moi, si on nomme quelqu'un membre de la commission, à chaque fois qu'il a, comment dirais-je, des contraintes de temps, il ne va pas se présenter. Leur sérieux, peut-être qu'eux, même sans cette motivation, ils pourront être présents en tout temps au niveau des points de cession des intrants. Une autre innovation de taille cette année, un appel d'offres a été lancé pour la fourniture de ces intrants agricoles. En particulier l'engrais qui concerne l'arachide, le 6-20-10, qui était l'année dernière, le sac de 50 kg était à 10 000 francs. Cette année, les producteurs vont l'acheter à 6 500 francs. Vous conviendrez avec moi que la diminution est substantielle. C'est valable également pour l'urée, parce que l'urée est utilisée pour toutes les spéculations. L'année dernière, on le vendait le sac à 12 500, cette année c'est à 10 000 francs. Aussi bien aussi pour l'engrais triple 15, parce que l'engrais triple 15 est utilisé sur les céréales, plus principalement sur le maïs. Cet engrais qui coûtait l'année dernière 12 500 et sera cédé cette année à 10 000 francs, substantiel qui tourne autour de 22%. Pour les semences, une quantité importante devra être réceptionnée pour permettre d'emblaver plus d'hectares de terre, ce qui va permettre ainsi de booster les rendements en oléagineux, en céréales et autres spéculations. Bon, par rapport aux semences également, nous attendons de recevoir des quantités beaucoup plus substantielles. Et ce qui est sûr, il n'y aura pas d'augmentation sur les prix. Comparé à l'année dernière, c'est cet engagement que le ministère a pris. Vraiment, des mesures extrêmement importantes et très pertinentes. Nous nous attendions parce qu'effectivement, pour assurer la sécurité alimentaire, il faut relancer la production agricole au sens large du terme. La réduction de ce qu'on appelle des intrants et des matières premières dans l'agriculture entre dans le cadre d'une politique d'encouragement et bien de reconstitution des semences, mais également de relance de la production. Et ça encourage les jeunes, les femmes, les acteurs, en tout cas du monde paysan, à pouvoir s'adonner à cette activité en plein, parce que nous sommes dans une région qui est par excellence une région agro-silvopastorale. Mais nous en sommes aux préparatifs. Parce que comme vous le savez, il y avait des arriérés de paiement sur la fourniture des intrants et le gouvernement est en train de s'activer pour que ces arriérés-là soient payés le plus rapidement possible. Il y a un début de paiement, mais la totalité n'est pas payée parce que ce qui est déjà payé, c'est pour la campagne 2021-2022 et 2022-2023. C'est ce qui est payé, mais pour la campagne 2023-2024, les opérateurs attendent toujours. L'année dernière, les producteurs de maïs du Sénégal oriental avaient jeté leur dévolu sur les semences hybrides pour faire passer leur production du simple au double et même au-delà. Après Tambacounda Matam, les producteurs de la région saluent les nouvelles mesures prises par l'État, la gratuité des phosphates et la subvention des intrants, entre autres. Selon eux, cela permettra d'atteindre les objectifs de souveraineté alimentaire que le Sénégal s'est fixé. Dans cette région, la double culture se pratique et la campagne agricole pluviale se prépare. Ibrahima Pabidjedjou. À Matam, la mise en place des intrants n'a certes pas encore démarré, mais les autorités ont déjà anticipé. Les commissions sont déjà sur place avec des arrêtés des préfets et des gouverneurs. Maintenant, on attend les plannings de mise en place des fournisseurs pour que les opérations de mise en place puissent démarrer. Je pense qu'avant le démarrage de l'hivernage, les intrants seront sur place, Inch'Allah. Pour cette campagne, des mesures sont prises au grand bonheur des paysans. D'abord, le budget
qui est revu en hausse, voilà, qui est passé de 100 à 120 milliards. L'autre aspect, c'est la baisse des prix des intrants. Si je prends l'exemple du DAP, l'année passée, le prix était fixé à 15 000, mais cette année, c'est 12 500. Et l'urée, c'était 12 500, mais cette année, c'est 10 000. L'autre aspect, c'est aussi l'augmentation des quantités. La gratuité des phosphates fait suite aux mesures déjà prises au moment du conseil interministériel pour le phosphatage des sols. Au casier de Sinthioumogo, les producteurs apprécient ces mesures. Ici, la plupart des paysans pratiquent la culture irriguée et pluviale. Ces subventions et gratuités ne feront qu'augmenter les rendements. C'est une bonne chose, d'autant plus que si on veut émerger l'agriculture, il faut qu'on subventionne l'agriculture. Quand on subventionne l'agriculture, parce qu'il y a beaucoup de problèmes, si on augmente l'enveloppe pour l'agriculture, ça va soulager, par exemple, les paysans, les phosphates. Le sol, il faut les restaurer. Parce que vous savez, quand on exploite une fois, deux fois, le sol épuise ses réserves. Quand le sol épuise ses réserves et on met encore une autre culture, il faut amender. Pour amender maintenant, il faut du phosphore. Encore, dès que nous avons des nouvelles bonheurs. Ce que nous entendons venant des autorités nous rassure vraiment. C'est ce que nous avons longtemps demandé. Considérée comme une région à grande potentialité agricole, Matam se singularise par la double culture. La volonté affichée par les nouvelles autorités devrait contribuer largement à atteindre les objectifs en matière de souveraineté alimentaire. Parlons toujours de la terre, cette fois-ci, au niveau du foncier, formulation du nouveau programme d'accès à la propriété dans le secteur du logement. Le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires a été sur le site du pôle urbain de Daga-Kholpa et à Yen. Il a pu échanger avec les populations et les différents acteurs sur le projet. L'option est de construire 300 000 logements destinés à la population. Salut Seik. Une écoute attentive pour mieux prendre en compte les différents aspects du nouveau projet et les préoccupations des populations. Avec le secrétaire d'État chargé de l'urbanisme, Mohamed Talandaou, le ministre Moussa Balla Fofana a échangé avec les acteurs. À Daga-Kholpa, une présentation des différentes occupations est faite par les services techniques. Aujourd'hui, le ministère, par rapport au plan d'urbanisme, au plan de restructuration et de réorganisation du site, était venu aujourd'hui avec nos services techniques pour voir quelles sont les mesures que nous pouvons prendre assez rapidement pour pouvoir permettre à ce projet très important de pouvoir avoir les impacts que nous voulons sur nos populations. Car comme vous le savez, la question du logement, la question du développement urbain a un impact très important sur le niveau de vie des Sénégalais. L'option donc du gouvernement est de mettre en place un projet viable et inclusif. Les territoires ne sont pas les endroits où les choses se passent, mais où les choses s'inventent. Et cette invention se fait avec les autorités locales, avec les populations. Et ensemble, nous pouvons sortir de terre des projets novateurs qui vont avoir un impact sur nos activités agricoles, sur le tourisme, sur l'habitat et sur l'ensemble des éléments. Donc voilà un peu vraiment le sens de cette visite qui est une rencontre avec les populations pour qu'ensemble nous puissions repenser le cadre urbain et les projets de territoire que nous portons ensemble. C'est donc une nouvelle démarche qui est prônée par les nouvelles autorités. Objectif, permettre aux populations d'avoir accès à la propriété, un projet différent de celui des 100 000 logements. Quand on dit 100 000 logements, ça reste très vague comme appellation. Mais nous, là où on va aller, c'est vraiment un programme d'accès à la propriété, où l'ensemble des acteurs vont se réunir autour d'une seule plateforme, où on va donner l'information et toutes les mesures qui vont permettre aux Sénégalais de pouvoir être propriétaires dans les conditions les plus transparentes, mais dans les conditions les plus avantageuses. Que ce soit sur l'identification des fonciers, les types de promoteurs qui vont être habilités à travailler sur ce programme-là, quels sont les avantages qu'offre l'État, au final le logement il va coûter combien, on va même aller jusqu'à définir les caractéristiques techniques pour que les Sénégalais qui achètent puissent savoir dès le début c'est quoi le produit qu'on va me livrer. Et ça c'est très important en termes de confiance. On va aussi travailler avec l'ensemble des banques qui aujourd'hui veulent accompagner ce programme-là et on va leur demander aussi de faire un effort du point de vue de l'offre de financement en termes d'amortissement, en termes de mise de fonds, en termes de taux d'intérêt
Toutes ces choses-là vont être adressées, discutées. Ça va être véritablement une machine bien huilée pour que nous puissions lancer cette machine d'accès à la propriété. Sur les différents sites visités, les populations locales ont salué cette démarche du ministre Moussa Balla Fofana. À terme, le nouveau projet devrait résorber le gap estimé à plus de 300 000 logements. Justement, la terre est à l'honneur dans ce journal. Nous reparlons de la campagne agricole à Kabiline, dans le département de Bignona. L'entente Djouloulou est en plein dans les préparatifs. L'organisation a cette année un objectif de 300 hectares pour la multiplication des semences. Les nouvelles mesures prises par le gouvernement en direction de la campagne sont saluées par les différents acteurs. Abdoulaye Sinkare. Kabiline 2, dans l'arrondissement de Kataban. C'est ici où est née l'entente Djouloulou, une organisation paysanne qui regroupe pas moins de 3000 membres. Nous regroupons près de 3500 producteurs. Et dans ces 3500 producteurs, nous avons 300 producteurs qui sont spécialisés dans la multiplication des semences de riz pluvial. À l'intérieur de ces derniers, on a aussi des producteurs de semences de maïs. En plus du riz marchand, l'entente fait de la multiplication de semences. Chaque année, elle produit 200 tonnes de semences certifiées. Nous fournissons au PNAR 120 tonnes de semences de riz certifiées. Mais nous collectons au-delà de 100 tonnes, 150 tonnes, parce qu'il faut prévoir des partenaires qui sont de l'autre côté, des partenaires au développement, les projets, programmes, mais aussi les exploitations familiales qui se ravitaillent chez nous. C'est pourquoi environ nous allons jusqu'à 200 tonnes. Ces femmes sont membres de l'entente Djouloulou. En dehors des activités rizicoles, elles tiennent ce périmètre maraîcher. Récolté nañu poivron bi ba mu jeex nu ngeen ko gisee nii poivron moo nekkoon fii boobu presque jeex na su pomme bi moom la ñu égale nii jeex na si kànja bi la ñu dugg carotte bi tamit ñu bëre buddi ñu ngi buddi seen carotte bi ñor na soble bi moom ñor na ba pare léegi nag fu mu ne nii si nawet bi la ñuy dugg man mii fii si bopp si jardin bi def naa fi fukki kii planche soble moom la ñu añi yi ne fukki soble à planche ñor na yëpp. Pour booster les rendements, elles misent sur l'engrais organique. Ce matin, elles ont une petite formation en compostage. L'avantage du compost, c'est que vous voyez de plus en plus les terres ont tendance à se dégrader. La dégradation des sols, donc c'est dû au manque de matière organique. Et le compost, c'est un élément qui apporte au sol de la matière organique. Ça joue plusieurs rôles. Un rôle d'amendement des sols et un rôle encore de fertilisation des sols. Le rêve de ces femmes, c'est d'arriver à remplacer l'engrais chimique par le compost jusque dans les rizières. Pendant ce temps, d'autres membres de l'organisation sont initiés au maniement des tracteurs pour préparer les labours. Ils sont au total 15 conducteurs venant de toute la région. Le Proval a eu en fait à mettre à la disposition de certaines vallées où il intervient des tracteurs et des motoculteurs au nombre de 10 tracteurs et 30 motoculteurs. Et au bout de quelques années de travaux, voilà, le constat est que en fait, il y a quelque part où ça marche, mais aussi il y a des endroits où ça ne marche pas trop. Et il ressort que en fait, l'un des problèmes majeurs, certainement, c'est vraiment le manque de formation, de maîtrise d'outils, de l'outil tracteur et motoculteur. Cette année, avec l'augmentation de l'enveloppe destinée à la campagne agricole, les producteurs s'attendent à de bons rendements. Nous sommes vraiment très contents d'entendre vraiment cette nouvelle. Et ça nous permettra vraiment aussi de retrousser les manches pour redoubler d'efforts parce que notre combat, c'est la souveraineté alimentaire. On ne peut pas aller en souveraineté alimentaire tant qu'on n'a pas de semences. On ne peut pas aller en souveraineté alimentaire tant que vraiment on n'a pas de semences vraiment certifiées, de semences de qualité. Donc, raison pour laquelle cette augmentation-là, vraiment les producteurs saluent ça. Les autres années, on a été affecté d'abord par la disponibilité de certains types d'engrais, l'urée en particulier, parce que l'urée
est devenu trop cher au niveau mondial. Voilà. Mais je pense qu'avec les nouvelles orientations, les prix qui sont annoncés, et tenant compte du rôle de l'engrais dans la production qualitative, et nous prions pour que l'hivernage aussi suive. Donc, je pense que si ces éléments sont combinés, on peut s'attendre à une augmentation appréciable de la production. Créée dans les années 80, l'entente Diouloulou creuse lentement son sillon sur le chemin de l'autosuffisance. Cette année, elle a un objectif de 300 hectares, rien que pour les semences. En vedette donc cette édition, l'eau pour l'agriculture, pour l'élevage, l'eau pour la paix. Deuxième jour du Forum mondial de l'eau à Bali. Il a été beaucoup question du financement des projets, de la gestion de la ressource sans conflit. Le Sénégal prône pour l'assouplissement des modalités dans l'allocation des fonds. Dans la capitale indonésienne, il a été également beaucoup question de la gestion du liquide précieux à travers les différentes organisations telles que l'OMVG et l'OMVS. Nos envoyés spéciaux Alioune Ndiaye et Lamine Touré nous plongent dans cette ambiance. L'hydrodiplomatie, thématique centrale de ce panel tenu au pavillon Sénégal, l'OMVS et l'OMVG, deux acteurs principaux de cette orientation bilatérale, ont réagi sur cette forme de coopération. La concertation permanente des pays qui partagent un cours d'eau est nécessaire dans la gestion durable de la ressource. Le défi majeur aujourd'hui, c'est de faire des réalisations, des ouvrages, effectivement, pour le compte des populations membres. Aujourd'hui, nous avons la ligne d'interconnexion électrique de l'OMVG de 1677 km avec 15 postes de transformation, 2 postes de dispatching et également 36 paires de fibres optiques, donc 4 que nous utilisons et 32 qui seront également commercialisés. Des acquis qui donnent de la légitimité pour ces organismes de bassins transfrontaliers. Le ministre de tutelle s'est réjoui de ces avancées qui honorent une communauté à la fois culturelle et économique. Le Sénégal y est fortement engagé. L'expérience qui a été présentée au reste du monde, c'est de dire qu'il est possible, plutôt que d'utiliser ou de faire de cette ressource un outil de compétition qui créerait des conflits, de nous réunir autour de ça et de faire de la ressource eau un instrument. On a vu que ça crée de l'énergie et de l'électricité avec Manantali et autres, mais également pour accéder à la population avec tout ce qu'on fait pour l'utiliser dans les différents pays, mais plus, je pense, dans les années à venir, un outil de développement économique et social. Et aujourd'hui, ça va au-delà même de sa dimension économique. C'est aussi toute la diplomatie, la paix et la sécurité que ça permet d'atteindre. Le Sénégal est donc sur tous les fronts. Dans ce forum de Bali, il est cité un exemple. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a ainsi participé à plusieurs panels ministériels. Les questions de financement, de l'assainissement, de paix ont fait l'objet de débats. Chaque pays a défendu ses choix politiques sur le financement des projets liés à l'eau. Le Sénégal opte pour un mécanisme léger de mobilisation financière. Le financement de cet accès pose problème à de nombreux pays. Et je leur ai dit, il faut qu'on puisse envisager qu'à l'international, lorsque des fonds doivent être destinés à financer l'eau et l'assainissement, soit passe par des mécanismes concessionnels et à long terme, pour que cela ne soit pas lourd pour les États, pour que chacun puisse accéder à... Et ça montrerait effectivement que au-delà des discours, on est vraiment dans le temps d'une action résolue. Du côté diplomatique, le ministre Cheikh Tidiane Dièye a reçu son homologue du Maroc. Les deux pays souhaitent renforcer leur partenariat dans le secteur. Beaucoup de sujets ont été abordés, le sujet du dessalement de l'eau, le sujet de la réutilisation des eaux usées et un sujet particulier qui est le transfert de l'eau. Comme vous le savez, le projet royal de transfert de l'eau a été réalisé en un délai de record de 10 mois. Nos amis sénégalais veulent réaliser un projet très important qui va toucher des villes importantes, des villes qui ont un caractère spirituel au Sénégal. Et le Maroc, évidemment, est prêt à partager cette expérience et à les accompagner dans la réalisation de ce projet qui aura un impact très important sur les populations. La délégation de l'Union européenne, les ministres de l'eau de la Finlande sont aussi reçus. Un balai diplomatique qui traduit l'engagement du Sénégal à bâtir de larges consensus
sur les questions de développement durable dans le monde. Nos envoyés spéciaux à Bali, à Lundia et Lamine Touré qui nous plongent dans ce grand bassin thématique autour de la gestion de l'eau. D'autres temps forts de ce rendez-vous mondial avec nos deux envoyés spéciaux dans nos prochaines éditions. Ce 21 mai est célébrée la journée mondiale de la métrologie. Il s'agit de la science de la mesure et définit des normes dans différents secteurs tels que l'industrie, la biologie, la recherche scientifique. La métrologie assure la qualité et la sécurité aux consommateurs. Cette année, les réflexions ont porté sur l'environnement. Oumokal Somsal. La métrologie ou la science des mesures est une démarche qualité nécessaire pour garantir la transparence et la sécurité dans les échanges commerciaux. Elle est au service des gouvernants et des consommateurs. Au service du consommateur d'abord, en lui assurant que les mesures effectuées sont justes et fiables, afin de lui permettre de faire des choix éclairés, de faire confiance aux entreprises et aux organismes de contrôle. La métrologie également au service de l'État, l'État central que nous représentons, en contribuant à la protection des intérêts de l'État, la santé des consommateurs, la santé publique, en garantissant également la sécurité des produits, la sécurité alimentaire, microbiologique et chimique, ainsi que la régulation des marchés. Mesurons aujourd'hui pour assurer un avenir durable est le thème de cette journée mondiale de la métrologie. Pour dire que cette science est aussi stratégique pour relever les défis environnementaux, surtout dans le contexte d'exploitation prochaine d'hydrocarbures dans notre pays. En mesurant avec précision les ressources naturelles, nous pouvons mieux les gérer, les préserver pour les générations futures. La météorologie joue également un rôle clé dans la promotion de l'efficacité énergétique parce que nous en avons besoin dans les pays d'Afrique subsaharienne et de l'utilisation responsable de ces ressources, contribuant ainsi à limiter donc le réchauffement climatique. Dans ce nouveau contexte, il est essentiel de mettre en place des systèmes de météorologie fiables pour s'assurer que les quantités de pétrole vendues sont exactes et conformes aux normes internationales et sont conformes aux quantités extraites. En outre, la métrologie permettra de garantir que les normes de qualité du pétrole sont respectées, ce qui est essentiel pour assurer la sécurité des consommateurs, la durabilité de l'industrie pétrolière et gazière du Sénégal. Le ministre a invité les agents en charge de la métrologie à toujours faire preuve d'intégrité en respectant les normes en vigueur pour le bien-être des consommateurs, mais aussi pour la pérennité de nos entreprises. La science et la technologie avancent. Le gouvernement veut capter toutes les opportunités. 31 projets de digitalisation répartis en 4 axes stratégiques. Ce sont les composantes du schéma directeur, du ministère de la formation professionnelle. Le lancement des solutions digitales s'est tenu ce mercredi en présence des partenaires au développement. Mamadou Sakine. Offrir aux jeunes des formations de qualité en adéquation avec les besoins et réalités du marché. C'est l'objectif principal du schéma directeur de la transformation digitale du ministère de la formation professionnelle. Je suis donc heureux d'annoncer que la cellule informatique a entamé la mise en œuvre du schéma directeur de la transformation digitale du ministère par la réalisation de 4 plateformes y afférentes, et cela en juste 6 mois. Ces 4 plateformes comprennent le système d'information intégré de gestion des établissements de formation professionnelle et technique, le système d'information intégré des ressources humaines, le système d'information intégré école-entreprise et la plateforme de formation en ligne e-Jang. D'autres réponses sont également adossées au schéma directeur. En plus de ces solutions, le schéma directeur inclut 31 projets de digitalisation répartis en 4 axes stratégiques que sont l'infrastructure et la connectivité, la digitalisation des processus et procédures, l'interopérabilité et la confiance numérique et la conduite du changement. Des opportunités de formation dans les métiers du sport, de l'accueil, du tourisme s'offrent aux jeunes. Au moins 18 000 jeunes seront formés, parmi lesquels 1 000 seront accompagnés à devenir des volontaires pour les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar en 2026 et pour faire de cet engagement un véritable tremplin professionnel.
la connectivité, l'accessibilité aux outils pédagogiques numériques et la nécessité de former les formateurs à leur utilisation. Ce sont là les défis à relever par le ministère de la Formation professionnelle. Dahomey est à Dakar, sorti le 17 mai dernier dans la capitale sénégalaise. C'est le film de la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop. Ce long métrage évoque la question de la restitution d'objets d'art pillés pendant l'époque coloniale en Afrique. Cette production a remporté l'Ours d'Or au dernier festival du film de Berlin, Oumou Kalsoum Sall. Pour l'avant-première de Dahomey au Sénégal, la salle du Sea Plaza a fait le plein. Un documentaire qui immortalise un fait historique. J'envisageais déjà d'écrire une fiction sur la question de la restitution. Et lorsque j'ai appris dans la presse que 26 trésors du Dahomey s'apprêtaient à être rapatriés, il me semblait fondamental que le cinéma s'empare et documente un fait aussi incontestablement historique. Au-delà du rapatriement des 26 trésors royaux de l'actuel Bénin, ce long métrage pose le débat sur les enjeux post-coloniaux. Elle a su nous poser avec les mots actuels du cinéma un débat super important sur les conséquences que l'on vit encore de l'esclavage. Je viens de voir un très grand film ce soir. C'est très émouvant de le voir au Sénégal et je trouve que c'est politiquement très important et très fort. Et je trouve que Mati Diop a réussi à traduire avec toute sa poésie cinématographique une question éminemment complexe. Dahomey a remporté l'Ours d'Or à la 74e Berlinale, festival du film de Berlin. Une belle récompense pour le cinéma sénégalais. La production a bénéficié de l'appui du FOPICA. Dahomey est un signe d'engagement, de prise de conscience et d'une direction d'action pour la souveraineté et la liberté. C'est aussi le sens du projet que porte le chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Faye et monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, pour que soit retrouvée la dignité qui préside au grand dessein. Félicitations encore, Mati. Justement, pour parler de ce film, nous recevons Mati Diop. Bonsoir. Merci de cette présence dans nos studios. Vous êtes la réalisatrice de ce film Dahomey, première mondiale à Dakar. Pourquoi justement le choix de la capitale sénégalaise ? Alors le hasard fait bien les choses puisque normalement le film devait sortir d'abord au Bénin, à Cotonou, puisque c'est là-bas que je l'ai tourné. Et les ancêtres, les esprits ont fait en sorte que la première soit dakaroise et j'en suis, à vrai dire, absolument ravie. C'était vraiment une avant-première très forte en émotion. J'étais extrêmement heureuse de retrouver le public sénégalais, de sentir autant d'intérêt, de curiosité, de bienveillance envers un sujet qui nous concerne très fortement. Et c'était, et je suis aussi très heureuse de revenir sur ce plateau 5 ans après Atlantique. Vous parlez des ancêtres, ce sont les ancêtres lébous ou bien ce sont ces Africains noirs qui ont subi des exactions lors de la période coloniale qui vous ont inspiré à produire ce film ? En réalité, lorsque j'ai entendu à travers la presse que 26 trésors royaux du Dahomey étaient sur le point d'être rapatriés vers le Bénin par la France, il m'a semblé vraiment fondamental que le cinéma, qu'un cinéaste afrodescendant ou africain s'empare absolument de ce sujet et se rapproprie cette histoire-là en documentant, en filmant cette restitution, ce rapatriement, parce qu'il est extrêmement important pour nous, cinéastes africains ou afrodescendants, je pense, de prendre en charge nos archives, de documenter notre histoire pour en devenir l'acteur, le narrateur, et ne pas laisser les médias occidentaux raconter nos histoires, je vais dire, n'importe comment. Et donc, il y avait vraiment ce souci de l'archive, de la documentation de notre histoire. Et pour moi, ces œuvres qui ont été rapatriées, qui ont fait retour au Bénin, c'est à la fois, c'est au-delà du fait qu'elles ont été conçues dans l'ancien royaume du Dahomey, représentent, symbolisent, au-delà d'œuvres matérielles, l'âme africaine. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce film ? Au-delà de l'histoire que vous racontez, qu'est-ce que ça émet comme
message, comme pulsion, comme émotion? L'important pour moi, c'était de parler de la restitution, de cette restitution en particulier, depuis une perspective africaine. Finalement, on n'avait pas entendu encore parler de la restitution du point de vue... Finalement, les deux points de vue qui n'avaient pas encore été entendus sur la question sont presque les plus fondamentaux, c'est-à-dire le point de vue des œuvres elles-mêmes, qui parlent dans le film, qui racontent leur histoire, leur épopée, leur retour, dans leur propre langue, c'est-à-dire en Fongbe, et le point de vue de la jeunesse aussi sur cette question du retour du patrimoine culturel spolié, auquel elle n'a pas accès, puisqu'elle est à la fois privée de se déplacer dans le monde, et aussi puisque 90% du patrimoine culturel se trouve à l'extérieur, dans les musées européens. Et bien qu'il y ait eu beaucoup d'ouvrages absolument éclairants et fondamentaux sur la question, notamment le rapport écrit par Bénédicte Savoy et Felwine Sarr, qui est extrêmement important et qui a contribué beaucoup à ouvrir le champ à la fois des imaginaires et qui est aussi un outil politique de taille. Il me semble que c'était très important que le cinéma, lui aussi, s'empare de cette question et permette, en l'occurrence, c'est vraiment le parti pris du film, aux œuvres elles-mêmes de parler, et surtout à la jeunesse béninoise de s'approprier cette question qui lui appartient en réalité absolument. Et pourtant, on n'avait jamais entendu parler la jeunesse africaine, en tout cas la jeunesse béninoise de ce pays qui a retrouvé ses œuvres, en débattre entre eux, en discuter, quitte à mesurer le gouffre qui sépare cette jeunesse de son histoire africaine qui ne lui a pas forcément été transmise. Ni enseignée dans les écoles. Ni enseignée dans les écoles. Et finalement, on se rend compte qu'en s'attaquant au sujet de la restitution, on touche tout un tas d'autres sujets, et notamment la question de la transmission de l'histoire africaine aux jeunes Africains et de l'héritage colonial aussi du système éducatif. On a vu que c'est une question qui s'universalise de plus en plus avec justement les reliques du président Senghor. Mais aujourd'hui, est-ce que ce film peut changer en certains regards, en quelques regards, sur l'Afrique, sur les Africains, sur leur patrimoine culturel? Pour moi, en tout cas, ce que le film propose, c'est un point de bascule, un changement de perspective. Et encore une fois, je pense qu'il était temps que la restitution soit abordée du point de vue africain, du point de vue de sa jeunesse, et de réhabiliter ces œuvres arrachées à leur sol natal, quelque part incarcérées dans les musées européens depuis plus de 100 ans. Et les réinvestir, en fait, de sens, les réinvestir de puissance. Et c'était absolument très fort pour moi d'assister à cette avant-première, de savoir le film dans les salles, disponible au public sénégalais, au public africain. Je pense que le cinéma, son rôle, c'est vraiment d'être un miroir de l'époque, un miroir de nos enjeux sociaux, politiques, culturels. Et je pense que c'est fondamental qu'un film sur cette question soit rendu visible au cinéma. Et au-delà du fait que le film soit sorti en salle au cinéma du Sea Plaza actuellement, il est en salle, ça y est, tous les Sénégalais que j'invite en direct à aller le voir, aussi au cinéma Pathé. Et j'ai aussi pris l'initiative, à travers l'intermédiaire de la maison de production que j'ai créée à Dakar, Fantasy, d'organiser un programme qui emmène le film vers la jeunesse, notamment à travers une projection à l'université Cheikh Anta Diop et à Gaston Berger à Saint-Louis, pour faire l'effort d'emmener ce film vers la jeunesse, parce qu'on sait que cette jeunesse ne se déplace pas forcément vers les salles de cinéma, pour différentes raisons, parce que les places sont très chères, il faut le dire, et que cette jeunesse a souvent d'autres chats à fouetter que d'aller au cinéma. Vous ciblez particulièrement la jeunesse. C'est quoi exactement l'esprit de cette démarche que vous avez, et que faire des adultes de ceux-là qui ont connu justement l'époque coloniale? Que faire de ces adultes, les autres catégories d'âge, qui ont connu cette époque coloniale, qui aujourd'hui aimeraient que tout ce patrimoine soit restitué, comme vous le faites dans le film? Il se trouve que le film a priorisé
La jeunesse, puisque ça ne veut pas dire que le reste de la population, ça ne veut pas dire que la vie du reste de la population ne m'intéresse pas, mais je pense que dans un pays où 60% de la population, voire plus, 70, est fait de cette jeunesse, je trouve que c'était important d'interroger cette catégorie-là en particulier, puisque finalement, ce qui se joue, c'est la relation entre la mémoire, entre la question des ancêtres, de cette mémoire-là, et ce dialogue entre ces ancêtres, cette mémoire et cette jeunesse. Le reste des spectateurs ne sont absolument pas exclus de la question, mais sont invités à entendre cette jeunesse qui est très rarement mise en avant et qui est... au contraire, qui est une catégorie de la population qui subit très très fortement les conséquences des nombreux dysfonctionnements sociétaux en l'occurrence sénégalais. Enfin, c'est cette jeunesse qui s'est battue, qui a initié cette révolution démocratique, à qui on doit énormément, et je le dis sur ce plateau en direct, je voudrais vraiment témoigner ma gratitude, mon admiration et mon respect face à cette jeunesse qui ne s'est pas laissée faire, qui s'est battue jusqu'au bout pour gagner cette révolution démocratique, avec l'aide des activistes, avec l'aide d'intellectuels, avec l'aide d'une partie de la diaspora aussi. Ce film va finalement dans le même mouvement de résistance, de lutte et de désir de renaissance et de création d'une nouvelle ère. Et cette jeunesse, voilà, mérite tout le respect et toute la considération de ce nouveau gouvernement. Cette jeunesse est au cœur du sujet. Alors pour un jeune Africain au Sénégal qui n'a pas vu le film, ça se résume en quoi? En quelques mots? En quelques mots, c'est pas l'exercice le plus facile pour une réalisatrice qui vient de terminer un film, de résumer un film en une phrase, mais je dirais que le film, que les œuvres elles-mêmes, que ces trésors du Dahomey racontent elles-mêmes, dans leur langue, leur retour au pays natal. C'est elles-mêmes qui le racontent. Elles racontent leur départ, elles racontent leur voyage, elles racontent leur arrivée, leur retrouvaille avec le sol natal, avec beaucoup d'espérance, mais aussi beaucoup d'inquiétude, de peut-être ne pas reconnaître le pays duquel elles ont été arrachées. Et parmi les choses qu'elles vont possiblement retrouver, il y a cette rencontre avec cette jeunesse qui a grandi en attendant sans leur présence, qui a grandi, qui a fait avec leur absence. Est-ce qu'une nouvelle relation entre ces œuvres, cette mémoire, ces ancêtres et cette jeunesse est possible? Qu'est-ce qu'elles peuvent inventer ensemble? Est-ce que qu'est-ce qui est fait et permis pour que cette connexion entre cette jeunesse et son patrimoine et les traces matérielles de la puissance de ses ancêtres, qu'est-ce qui est mis en place pour que cette rencontre ait lieu? C'est toutes les questions que pose ce film. Une sorte d'osmose que vous voulez faire naître. Je me suis débrouillée pour la synthèse, ça va? Mais parfait. Alors, un dernier clin d'œil. Quelles sont les personnes qui ont joué dans ce film? C'est les Sénégalais, le prix que vous avez remporté en Allemagne, ça vous a fait quoi au sein de votre équipe? Alors, les grandes stars héroïnes de ce film sont les trésors royaux du Dahomey, en particulier les 3 statues anthropomorphiques. Vous les découvrirez dans le film. Vous avez sans doute vu passer énormément déjà d'images d'elles. Ce sont de vraies icônes, ce sont devenues de vraies icônes. Et les protagonistes principaux du film sont, encore une fois, je le répète, les étudiants, les jeunes que j'ai pris le soin de rencontrer d'abord, de choisir. Bien que le film s'ancre vraiment dans le réel et soit un documentaire qui bascule progressivement vers le fantastique, vers la fiction, il s'agit de jeunes que j'ai pris le temps de rencontrer, d'interroger, que j'ai constitué un groupe de paroles composé de jeunes qui portent un regard très singulier, très audacieux et surtout très contrasté sur un seul et même sujet. Ils ne pensent absolument pas du tout la même chose de la question. En tout cas, on découvre une jeunesse extrêmement vive, absolument pas dupe des dynamiques diplomatiques aussi qui entourent, et politiques qui entourent cette question et qui s'interrogent et ont un regard tout à fait critique et aiguisé sur la question. Merci Mathilde Diop. Merci à vous. On va faire un clin d'œil à toute votre équipe. Je pense qu'il y a une de nos
présentatrice qui a joué dans ce film à Wakhan, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, c'est une équipe qui a remporté le prix en Allemagne, l'Ours d'Or. Et félicitations encore une fois pour ce film Dahomey, sorti mondial à Dakar depuis le 17 mai, à suivre et à regarder justement sur les places de cinéma à Dakar. Merci Mathilde Diop. Merci Nous beaucoup. restons dans le cinéma avec le festival de Khouribga. Vous connaissez sans doute, devant une panoplie de cinéastes, réalisateurs et acteurs. Des trophées ont été décernés aux heureux gagnants. Justement, une cérémonie riche, couronnée de succès et marquant le rayonnement du cinéma africain. Parmi les lauréats de cette année, un Sénégalais dans la catégorie meilleur acteur masculin pour Le Mouton de Sada. Regardez, c'est un reportage de Ney Koumandjaï. Après une semaine de compétition, c'est la consécration. Les jurys ont mis fin au suspense. Le prix Amina Rachid du meilleur rôle féminin est attribué à l'actrice principale du long métrage When the River is Broke, Stéphanie Toum du Cameroun. Le grand prix de la catégorie long métrage a été attribué au Rwanda avec le film The Bride, celui du court métrage au Mali pour le film Wolowunla. Le prix du meilleur rôle masculin a été décerné au Sénégal à l'acteur principal du film Le Mouton de Sada. Et Amado Diop, félicitations. Et le prix de la meilleure actrice au Cameroun. Le trophée du meilleur scénario, ainsi que des mentions spéciales, ont aussi été attribués. Le Maroc, le Sénégal, le Rwanda, le Mali, la Tunisie, entre autres, ont été primés. Une fierté immense pour les heureux gagnants. Un grand festival comme Khouribga, gagner un grand prix, c'est un honneur, c'est un plaisir. Vraiment que j'encourage à tous les compatriotes rwandais et africains de travailler beaucoup avec courage, motivation, car il y a de bonnes choses. I'm very happy for the prize. Je suis très heureux d'avoir reçu ce prix. Cela prouve que le jury a apprécié ma production. C'est une belle surprise pour moi car c'est un film court. Un small film. Je pense surtout à mon acteur à qui revient ce prix, qui a joué le rôle de Sada dans mon film, Le Mouton de Sada, qui s'appelle Amadou Diop, qui a vraiment mérité ce prix, malgré qu'il est jeune, mais il a beaucoup donné pour le film. C'est pas seulement le fait que l'acteur ait eu le prix, mais c'est un jeune garçon qu'on a eu du mal à diriger et qui a été bon du début du film jusqu'à la fin. Donc que ce prix revienne au Mouton de Sada, ça ne m'a pas étonné. Je suis émue parce que je ne m'attendais pas. Tous les films qu'on a vus, il y avait de très belles performances et je me sens honorée d'avoir été choisie parmi toutes ces belles performances, d'être la meilleure actrice. Le choix n'a pas été facile, tant les productions ont rivalisé de qualité et de créativité. L'Afrique étant un continent très riche en culture et qui regorge de talent. L'ambiance était au rendez-vous, des sonorités et des prestations scéniques dignes de la culture africaine. Une bonne humeur et une joie de vivre contagieuse. Le Maroc a une fois de plus réussi le pari de l'organisation. Des moyens conséquents ont été déployés pour accueillir le festival et parer à toute éventualité. Notre objectif essentiel, c'est pour collaborer avec la Fédération panafricaine du cinéma et de l'audiovisuel pour soutenir les festivals africains. Un vibrant hommage a été rendu à deux icônes du cinéma africain, l'actrice ivoirienne Nakissi Savané et l'acteur marocain Mohamed El Halfi. Ma carrière a commencé ici. Je n'avais que 16 ans, j'ai eu un prix d'interprétation. Donc comme quoi, Khouribga s'est déniché, voilà, s'est fait confiance aux comédiennes. Et aujourd'hui, je me retrouve ici 20 ans plus tard. Vous savez, j'ai eu des prix partout à travers le monde. Mais quand l'Afrique m'honore, je suis doublement contente. Les retours que j'ai eus par rapport aux festivaliers, ils ont aimé l'accueil, ils ont aimé la culture culinaire, ils ont aimé
tout ce qu'ils ont trouvé pour acheter et amener comme cadeau chez eux. Mais aussi, ils ont aimé l'hospitalité. Et surtout, ils ont vécu le cinéma. Pendant une semaine, des projections de films, des spectacles de danse et de chant, des débats, mais aussi des rencontres de minuit ont été organisées. Cette édition fut riche en innovation, surtout chez les réalisateurs, les acteurs. Rendez-vous l'année prochaine pour la 25e édition du Festival international de Khouribga. Clap de fait donc pour la 24e édition du Festival de Khouribga que vous avez suivi avec nous et notre envoyé spécial Ndeye Koumba Ndiaye au Maroc. Le Cameroun a célébré à Dakar ce 20 mai la 52e édition de la fête de l'unité nationale. La communauté camerounaise et le corps diplomatique accrédité à Dakar ont été conviés à un dîner. Le gouvernement a été représenté par Olivier Boukal, ministre de la fonction publique. Fatou Diouf. Après les hymnes nationaux, la coupure du gâteau. Une ambiance conviviale et solennelle pour célébrer l'État unitaire du Cameroun. Cette 52e édition est fêtée sous le signe de Armée-Nation, ensemble pour un Cameroun uni, prospère et pacifique. L'excellence des relations entre le Cameroun et le Sénégal a été magnifiée. C'est une coopération fructueuse qu'il faut redynamiser. Si elles plongent leurs racines dans la nuit des temps, précédant l'accession des deux pays à la souveraineté internationale en 1960, les relations d'amitié et de coopération entre le Cameroun et le Sénégal procèdent de la haute volonté politique de leur chef d'État et de leur gouvernement de consolider et de densifier ces relations dans l'intérêt bien compris de leur peuple que rapprochent les multiples affinités historiques et socio-culturelles. Olivier Boukal a représenté le gouvernement du Sénégal. Il a réitéré la volonté des hautes autorités du pays à œuvrer pour un partenariat bénéfique entre les deux pays. Aujourd'hui plus que jamais, dans le cadre de la vision d'un panafricanisme assumé et du vœu d'une intégration africaine réussie, les autorités sénégalaises réitèrent l'engagement à œuvrer avec leurs homologues camerounais pour relever le niveau de coopération entre les deux pays à celui d'un partenariat stratégique mutuellement bénéfique, notamment à travers le renforcement des liens économiques, l'augmentation du volume des échanges commerciaux ainsi qu'une meilleure implication des secteurs privés des deux pays. Le Cameroun et le Sénégal vont renforcer l'axe Dakar-Yaoundé. Ensemble, ils comptent relever de nombreux défis, notamment la sécurité, la pauvreté, l'immigration clandestine, les changements climatiques, entre autres. L'Institut Cervantes de Dakar a organisé un spectacle qui met en lumière deux artistes espagnols de renom. Le pianiste Chano Dominguez et le plasticien Berlim. Ce dernier a présenté deux fresques murales réalisées dans les locaux de l'Institut de l'ambassade d'Espagne au Sénégal, qui prévoit dans la foulée une série d'événements culturels tout au long de l'année afin de renforcer la coopération entre le Sénégal et le Royaume d'Espagne. À l'Institut Cervantes de Dakar, deux grands noms de la culture espagnole à l'honneur. L'artiste plasticien Belin avec ses fresques murales et le virtuose du piano Chano Dominguez ont charmé le public. Alors, je peux vous raconter que pour nous, c'est très important de faire arriver ici notre artiste, tous les artistes espagnols, et pour connaître le Sénégal, pour connaître Dakar, à partir de notre institut. C'est très important pour nous connaître vos artistes et vos artistes qu'on peut connaître les nôtres. C'est ça que nous avons porté. Deux œuvres artistiques imposantes dans les locaux de l'Institut Cervantes
Pour son premier déplacement au Sénégal, Benin laisse ses empreintes. Ce qu'il a peint ici, si on pouvait le voir avec une certaine distance, on verrait deux visages superposés. Et donc avec ces deux visages superposés, ce qu'il veut évoquer, c'est le métissage, c'est la communion, la connexion et l'idée qu'on est tous un. On forme tous un seul et qu'on doit être comme ça. On doit être métis, on doit être unis. Dans le cadre d'un programme de renforcement de la coopération culturelle entre Dakar et Madrid, des événements sont prévus tout au long de l'année. Il y a des différents artistes qui vont venir, mais c'est surtout des alliances avec les festivals qui sont ici au Sénégal que nous voulons apporter notre contribution. C'est-à-dire que si nous montrons la culture espagnole dans le cadre des manifestations artistiques sénégalaises. Et c'est pour cela que nous avons amené M. Chano Dominguez pour qu'il puisse participer au Festival de Jazz de Saint-Louis. Et c'est surtout, ici, c'était... D'abord, il y avait la Biennale et nous voulions participer. Nous avons tout organisé et ça continue. Mais après, si la Biennale se reprend au mois de novembre, nous voulons aussi participer. Parce que c'est toujours dans le cadre des festivals qui sont ici organisés que nous voulons mettre aussi de la culture espagnole et des contributions espagnoles. Une belle soirée riche en couleurs. Les nombreux invités en ont pris plein les yeux et les oreilles. Ça y est, le Sénégal a en outre qualifié aux Olympiades de Paris 2024 à l'occasion de la Coupe du Monde de para-canoë sprint à Budapest en Hongrie. Edmond Sanka, médaille de bronze des mondiaux de la distance 2024, a décroché sa place pour cette compétition. Le para-canoïste sénégalais, champion d'Afrique en titre, participera également à la version 2 du mondial de Pologne le 27 mai prochain. Reportage Jacob Dir et Tandarangay. La côte du canoë-kayak est aviron sénégalais à la hausse en Europe. Après Combesek, première femme, a décroché son ticket pour les Jeux Olympiques de Paris au kayak, mais aussi Yves Boris du côté des hommes, qui a décroché également sa qualification au canoë slalom monoplace. C'était à l'occasion des Mondiaux 2024. Mais voilà que le champion d'Afrique Edmond Sanka prolonge la liste, cette fois-ci le Paris avec le para-canoë. Le para-canoë sprint, et voici justement le départ avec la finale A. Le 200 mètres suivait surtout la couleur noire au maillot Edmond Sanka qui a ravi la vedette aux champions australiens, mais aussi brésiliens et espagnols. 3 prétendants et pas des moindres qui ne verront pas Paris 2024. Edmond Sanka, en brisant le rêve de ces éléments, est passé par là. Mais ce n'est pas fini pour le canoë-kayak et aviron sénégalais qui n'a pas encore dit son dernier mot, puisque la qualification aux Jeux paralympiques va se poursuivre là-bas. Retenez bien cette date, le 27 mai prochain. Cette fois-ci, ce sera là-bas du côté de Poznan à l'occasion de notre championnat du monde. L'équipe nationale du Sénégal, avec cette fois-ci Martin Diatta, tentera de décrocher le sésame. Il faut dire que les Sénégalais en canoë-kayak et aviron ont décroché le plus de qualifications à ces joutes à venir. Le canoë-kayak qui défend bien les couleurs du Sénégal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous dans quelques heures pour l'édition de 23h.